Europe 1 13h. Jusqu'à 14h avec vous, Mickaël Dorian. C'est l'heure à présent de décrypter l'actualité sur Europe 1 avec vos invités. Aujourd'hui, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est demain donc que commencent les consultations à l'Élysée avec les présidents de groupe et les chefs de parti. Des consultations ayant pour but de dégager une majorité en vue de la formation d'un gouvernement. C'est l'objectif affiché par le président de la République. Mais dans les faits, ces consultations ne sont-elles pas un piège tendu par le chef de l'État ? Jean-Michel Salvatore. Je suis pas sûr, moi, parce que on a vraiment un sentiment de très grand embarras du chef de l'État. On ne voit pas quelle solution pourrait sortir de cette situation totalement bloquée. Alors peut-être qu'il nous sortira un lapin de son chapeau, comme il avait déjà fait lors des précédents remaniements ministériels. Par exemple, Rachida Dati, c'est vrai que c'était une surprise que personne n'avait vu venir, même pas Gabriel Attal, qui était pourtant nommé Premier ministre. Donc peut-être va-t-il nous surprendre, mais on a le sentiment là d'une situation totalement bloquée, à la fois à droite et à gauche. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Emmanuel Macron d'abord de gagner encore du temps, et puis de dire « Regardez, je ne suis pas responsable de la situation, s'il n'y a toujours pas de Premier ministre, c'est parce que les autres ne font pas le job et les autres n'arrivent pas à se mettre d'accord. » Nathan Dever. Alors sur le temps gagné, déjà, je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais pas celle-ci. Le Canard enchaîné, je le citais, je crois, hier, mais a montré que Emmanuel Macron voulait organiser ses consultations plus tôt dans l'été. C'est vrai. Et que c'est un certain nombre de responsables politiques, notamment de EELV, si ma mémoire est bonne, qui lui ont fait savoir qu'ils étaient en vacances et qu'ils n'avaient pas envie d'interrompre leurs vacances pour devoir rencontrer le président de la République. Ce qui n'est pas d'ailleurs extrêmement sérieux quand on est passionné par la politique, qu'on se donne à l'intérêt général et qu'on dit surtout tous les jours qu'on est pressé de constituer un gouvernement. Ce n'est pas extrêmement sérieux. Je suis d'accord avec vous sur le fond, Nathan Dever. Effectivement, c'est pas très sérieux. Maintenant, est-ce que vous croyez pas que le président de la République, au moment de lancer cette invitation fin juillet, se doutait qu'il recevrait ce type de réponse ? Oui, c'est possible, mais de toutes les manières, je pense que le président de la République, ce qu'on peut surtout critiquer chez lui, c'est le fait qu'il ait fait cette dissolution juste après les élections européennes, avant les Jeux Olympiques, sans prévenir personne, en mettant le pays un peu dans un état de psychose, et surtout en faisant en sorte que les différentes formations politiques n'aient pas le temps de se préparer, et que donc qu'elles fassent leur campagne dans l'urgence, et que donc ça ne se fasse pas pour le meilleur. Ensuite, il me semble que Emmanuel Macron avait deux choix après le deuxième tour des législatives. Le premier choix, c'était de prendre la première formation politique, d'attendre leur proposition, Lucie Castet ou quelqu'un d'autre, de nommer un Premier ministre et de voir ce qui se passe. Et très vraisemblablement, il y aurait eu une motion de censure qui aurait fait tomber ce gouvernement, et après, il aurait eu une possibilité de former un deuxième gouvernement, avec peut-être encore une motion de censure, etc., etc. Je ne suis pas dans sa tête, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il essaye d'éviter d'en passer par cette case de l'instabilité parlementaire digne de la 4e, et d'essayer de construire une coalition qui puisse tenir un maximum de temps. C'est l'impression que j'ai. Et cette logique se comprend. Et dans les régimes parlementaires, on le voit en Italie, on le voit en Israël, on l'a vu pendant la 4e, parfois la formation d'un gouvernement, c'est extrêmement lent. Et donc, en cela, nous, on voit les choses avec notre regard de gens qui ont les lunettes de 2024, qui ont oublié, ça fait 60 ans qu'on est en 5e République, et qui ont oublié comment fonctionnait la 4e ou la 3e. Jean-Michel Salvatore. Ouais, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Nathan, parce que moi je trouve quand même que Macron a tardé. Alors d'abord parce qu'il voulait sa trêve olympique, ça on peut tout à fait le comprendre, mais il a quand même laissé largement le jeu à l'Assemblée nationale en disant aux chefs de parti débrouillez-vous entre vous. Or je pense que c'est ça aussi qui a énormément retardé les choses. Et d'ailleurs François Bayrou, qui est un proche d'Emmanuel Macron, l'avait dit assez vite en disant si on laisse les partis essayer de trouver une solution entre eux, ils ne la trouveront jamais. En fait, c'est au président d'essayer de trouver une solution. Et c'est justement le fait d'avoir laissé les partis politiques essayer de s'entendre et de ne pas s'entendre qui a créé ce retard. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'histoire des coalitions en France, et la 4e République surtout, et même la 3e, le président de la République avait un rôle très important, il avait un rôle de consultation. Il consultait les chefs de parti, et puis ensuite, il essayait de trouver une solution. Là, il n'a pas voulu jouer ce rôle-là, et finalement, on se
retrouve 38 ou 48 jours plus tard sans gouvernement. Et je pense quand même que là, il y a une volonté de jouer la montre. Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, et là, incontestablement, heureusement que finalement, à la fois Gabriel Attal, mais surtout Gérald Darmanin étaient aux manettes, parce que finalement, ça s'est très bien passé. Et puis, Jean-Michel Salvatore, plus ça va, plus le président de la République a intérêt à ce que les choses durent. Plus ça va, plus le président de la République a intérêt à montrer que, regardez, finalement, effectivement, c'est un gouvernement démissionnaire, mais les choses fonctionnent aussi comme ça. On va pouvoir présenter un budget malgré l'attente d'un nouveau gouvernement, et je ne suis pas responsable, puisque pour le moment, personne n'arrive à se mettre d'accord. Et puis, est-ce que vous avez vu aussi ce sondage publié par Harris Interactive pour le magazine Challenge? Gabriel Attal serait le favori des Français pour le poste de Premier ministre. Oui, alors sur Macron, moi je pense que l'opinion publique a très bien intégré le fait que le responsable de cette situation, c'est Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Il n'y a même pas de débat. Même dans son propre camp, il y a énormément de ministres qui le lui ont reproché parce qu'ils ont considéré que finalement il avait joué un peu à qui tout double et qu'il avait perdu. Bon, alors sur Attal, oui, parce que Attal finalement, je pense que d'abord il apparaît comme l'une des victimes d'Emmanuel Macron. D'abord, Gabriel Attal n'était pas au courant qui se tramait une dissolution. Il y a une anecdote qui est assez amusante. On a appris, par exemple, que la décision de dissolution, Pascal Praud l'a appris avant Gabriel Attal. Il y a cette anecdote que finalement, un proche de l'Élysée avait informé Pascal Praud le dimanche soir à 18h, alors que le Premier ministre n'a été au courant qu'à 18h30. Donc là, je pense que les Français ont bien compris que Attal s'était un petit peu fait avoir quand même, et je pense qu'ils sont déçus parce que Attal apporté quelque chose de nouveau à la vie politique, quoi qu'on en dise. D'abord sa jeunesse, je dirais un sens du concret et beaucoup de pragmatisme. Et je pense que là, les Français ont considéré que l'expérience n'avait pas été jusqu'au bout. Bonjour Géraldine, merci de nous appeler cet après-midi sur Europe 1. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous êtes dans la Drôme, vous, c'est ça? Où est-ce que vous êtes exactement? C'est ça, tout à fait. Dans une petite ville qui s'appelle Épinouse. Vous comprenez ce choix des Français, en tous les cas c'est ce que révèle ce sondage finalement, de placer Gabriel Attal comme favori pour rester Premier ministre? Oui, je peux l'entendre parce que, à défaut, tant qu'à choisir un Premier ministre, autant que ce soit sur la continuité de Gabriel Attal, je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire de par de sa jeunesse et sa réactivité pour la loi au niveau de l'éducation, lorsqu'il était à l'éducation, ministre de l'éducation par exemple. Mais ceci étant, et puis également, je pense que les Français n'ont pas envie d'avoir un Premier ministre qui vient du Nouveau Front Populaire, parce que ce serait une catastrophe. Donc, tant qu'à faire à choisir par défaut, je pense que c'est un choix par défaut. Autant que Gabriel. Oui, je pense, oui. Moi, je suis dans cette opinion-là. Autant que ce soit Gabriel Attal qui continue au sein du gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, au vu de la constitution de l'Assemblée, ça va être très compliqué et rien ne se fera. Alors, Géraldine nous dit un choix par défaut, Nathan Dever, concernant donc toujours ce sondage, 40% des Français plébiscitent donc Gabriel Attal, 39% pour Jordan Bardella et 32% pour Xavier Bertrand. Oui, alors sur le rapport des Français à Gabriel Attal, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, mais j'ajouterais une chose, c'est que je pense que la décision de dissolution, sous des apparences gaulliennes, le fait de dire quand on a perdu une élection, on s'en remet au peuple, on consulte les gens, on prend conscience du fait qu'on est minoritaire, était très très discutable. Pour deux raisons. D'abord parce que pourquoi Emmanuel Macron choisit à ce moment-là de tenir compte du fait qu'il est minoritaire pour reculer. Quand il a fait la réforme des retraites, il était supra-minoritaire et ça l'a absolument pas dérangé de la mener jusqu'au bout, premièrement. Deuxièmement, parce que en effet, son Premier ministre actuel, de l'époque, Gabriel Attal, bénéficiait d'une certaine forme de popularité, qu'on avait vu notamment pendant la crise d'agriculteurs, où il avait pris le problème à bras-le-corps, il l'avait fait sans arrogance, il l'avait fait avec véritablement un sens républicain, politique, peut-être qu'il y avait un petit peu de communication et pas assez de mesures profondes, mais en tout cas, il avait fait preuve véritablement de sérieux. Et qu'il y avait quelque chose d'extrêmement étonnant de la part d'Emmanuel Macron, quand je vous disais qu'il a pris cette décision dans l'urgence, c'est que la force politique
qui a objectivement le plus souffert du calendrier de cette dissolution, c'est sa propre force politique, à savoir celle de Gabriel Attal. Et je pense qu'il y a eu une injustice là qui a été subie, à mon avis, par Gabriel Attal, oui. Et qu'il a dû la ressentir comme ça. Gabriel Attal, comme beaucoup de macronistes, sont des gens qui depuis 2017 se sont investis corps et âme, qui ont quitté d'autres perspectives qu'ils auraient pu avoir, qui se sont toujours montrés d'une loyauté sans égale dans l'histoire de la Ve République. Ils n'ont jamais essayé de trahir leur président, jamais essayé de lui faire de l'ombre, toujours été extrêmement fidèles. Ils n'ont pas été remerciés. Il me semble que chez les Français, il y a une forme de reconnaissance de cet état de fait. Et alors, est-ce que ça ne dénote pas aussi d'un manque de maîtrise des Français pour le fonctionnement de nos institutions? C'est-à-dire que les Français ont voté lors de ces élections législatives, ont marqué un vote sanction à l'égard d'Emmanuel Macron. Alors que pour les législatives, on vote d'une certaine façon pour le Premier ministre. Ça veut dire que c'est Gabriel Attal, finalement, qui a été la victime collatérale de ce scrutin. Oui, et c'est vrai que pour les Français, la situation est un peu contre-intuitive. Pourquoi se séparer de Gabriel Attal alors que l'objectif, c'est de trouver un gouvernement qui va être dirigé par quelqu'un qui fait consensus et qui pourra rassembler des gens de droite et des gens de gauche. Pour les Français, c'est assez contre-intuitif. Pourquoi virer Gabriel Attal? La vraie raison, c'est que Gabriel Attal et Emmanuel Macron ne s'entendent plus et ne se parlent plus, et donc ça ne peut pas durer. Et puis 2, parce que Emmanuel Macron pense que en termes d'image, il lui faudrait plutôt un Premier ministre qui donne l'impression aux Français qu'il est comme en cohabitation, c'est-à-dire un Premier ministre qui n'est pas exactement d'accord avec lui, qui n'est pas issu de la Macronie, sauf qu'il fait tout pour que le futur Premier ministre ne défasse pas tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a réussi depuis qu'il est président. Merci Géraldine d'avoir été avec nous cet après-midi. Je vous en prie, au plaisir.